Coucou, aujourd'hui je viens encore parler de sujets désagréables, séquestration d'enfants, placement abusif, non-respect du unschooling, garde à vue et emprisonnement abusif. Je préférerais parler de sujets plus réjouissants, mais malheureusement je suis contactée beaucoup trop souvent par des familles qui subissent des abus de la part de la soi-disant justice. Et je peux pas ignorer cette réalité et je trouve que je me dois de faire ce que je peux pour les aider. Moi, de ta part, si tu arrives à les dénoncer, tant mieux, c'est tout ce que je veux. Et que mes enfants soient revenus. Et rien d'autre. Je ne veux que ça. Que là, moi, je suis, comme on dit, pratiquement au bout du rouleau. La plus grande des perversités, ils appellent ça de l'aide, empêcher un enfant de voir sa mère. Et quand on lit les rapports où ils démolissent les parents, ils nous font passer par les pires des criminels, quoi. C'est de l'aide, ça. Elle a décidé que je le vois un week-end sur deux à la moitié des vacances. Donc Anselme, il avait 4 ans et demi à l'époque. Un service. J'étais en révolte contre l'ASE. En fait, les enfants sont des numéros, on est un dossier, on ferme le dossier, on bâcle et c'est terminé. On ne s'occupe plus des enfants. Ça m'avait vraiment choquée. Elle peut laisser, et les États et les juges peuvent laisser des situations graves telles quelles, quoi. Ça, c'est dur. Peut-être que beaucoup de gens croient encore en la fantasmée protection de l'enfance. Moi, je récolte vraiment assez de témoignages qui me prouvent l'inverse. Et donc je viens partager ces histoires pour que nous tous, entre êtres humains, nous puissions rétablir l'équilibre. Et nous formons un collectif sur Terre et en tant que collectif, que tous frères et sœurs, eh bien je trouve que nous devons de nous informer d'abord et puis de nous entraider ensuite. Donc jeudi dernier, 14 janvier, à 6 h du matin, il fait encore nuit et une trentaine de policiers et agents au service de la Société République Française en tout genre déboulent chez Farid et Pascal pour leur enlever leurs 2 enfants de 11 et 2 ans dont ils n'ont depuis aucune nouvelle. Et là, attention maintenant, je vais t'expliquer de quelle manière ils ont pris l'enfant. C'est vraiment, vraiment violent. Ils sont rentrés, ils étaient au moins une trentaine. À pleine nuit, il était 7 h du matin 6 h du matin. 6 h du matin. Tous. En passant, ils ont cassé plein d'objets. Ils ont détruit. Ils ont tout fait tomber en passant. Ils ont tout fait tomber. Et dans notre chambre, on était réveillés. Et ils nous ont dit, levez-vous, asseyez-vous, et ne bougez plus. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes là? Et là, ils nous ont dit, ils nous ont rien dit, attendez. Il y a un officier de police. Un officier qui va venir, il veut vous parler. Et on attend. Et l'officier là est venu. C'est même pas pour parler. Il nous dit voilà. Monsieur Amoury, consentez-vous à ce que vous preniez vos enfants pour l'emmener au foyer, à la départementale. Et pour voir un docteur. Et pour voir un docteur. Et là, j'ai dit non. Je ne consens en aucune manière. Et donc tout de suite, ils ont pris les enfants dans nos bras. Voilà, attends, voilà. Et sachez que... Ils nous ont arraché des bras, quoi. Voilà, et après, il a dit, voilà, il m'a montré un papier, c'est une convocation. Il dit, voilà, vous passerez, vous devez aller à la convocation de la juge. J'ai pris mon petit, je le protégeais. Je ne voulais pas qu'il l'emmène. Et à part de là, 5 policiers m'ont sauté dessus. Je me suis battu. J'ai donné un coup de poing à un flic, l'autre, j'ai enlevé son masque. Enfin, j'ai défendu comme j'ai pu. Et après, ils m'ont fait étendre par terre,
ils m'ont étranglé. Je ne pouvais plus respirer. Ils m'ont mis les menottes, avec les menottes. Je leur ai dit, je n'arrive plus à respirer, arrêtez, je n'arrive plus. Et j'ai failli mourir. Et ma femme, à ce moment-là, a dit, mais... C'est moi qui suis intervenue pour qu'ils arrêtent. Mais vous êtes fou, mais arrêtez, vous voyez pas ce que vous faites là? Là, ils m'ont lâché. Ils m'ont mis sur le lit. Et ce qui s'est passé, c'est... Je n'arrive pas vraiment à décrire. Il a eu un choc post-traumatique après. Je ne pouvais plus bouger. Il était inerte sur le lit. Voilà, j'étais inerte. Et il bougeait plus. Et eux, ils commençaient à s'inquiéter, les flics. Voilà, alors, ils croyaient qu'ils jouaient la comédie, là. Ouais, ils le pinçaient, ils le tapaient, puis il bougeait plus, réagissait plus, quoi. Et pourtant, j'avais mal. Je ressentais la douleur. J'attendais tout ce qu'il disait. On a dit que mon cerveau fonctionnait. Mais physiquement, on me touchait, je le sentais. Il n'avait plus de réflexe, quoi. Mais j'ai plus rien. Aujourd'hui, on a téléphoné. Au foyer, là. Au foyer, à Goldberg, le plus proche, quoi. Là où ils étaient avant, précédemment, quoi. Apparemment, ils ne le connaissent pas. Ils sont pas au foyer, là, apparemment. Apparemment, non. Donc on est au courant de rien. Et j'arrêtais pas de leur poser la question, pourquoi vous les prenez? Pourquoi vous les prenez? Même à l'officier, là. Pendant qu'il s'occupait de mon mari, quoi. Voilà, et il répondait pas. Il voulait rien me répondre. Il faisait toujours le sourd. Et je demandais aux flics, ils disaient, on sait pas. Tout ça sur une décision de justice de la femme Esther de la famille Peterlé, qui joue le rôle de juge des enfants. D'ailleurs, c'est écrit, c'est pas juge pour les enfants. Sur l'ordonnance, c'est écrit juge des enfants. Ils sont confiés au président du département des Vosges, qui est une société aussi, avec un numéro de sirène 22 88 000 17, dont le rôle de président est joué par François de la famille Vanson, je ne sais pas comment on prononce, un inconnu quoi. Donc la protection de l'enfance arrache 2 enfants au bras de leurs parents en pleine nuit pour les confier à un parfait inconnu. Inconnu qui s'est illustré par son combat très virulent anti-Pax et qui, en milieu de l'Assemblée nationale, a crié au sujet de l'union des homosexuels et pourquoi pas les animaux de compagnie. Donc, comment tout a commencé ? J'ai dit que j'acceptais de faire le contrôle, mais pas à la maison, mais dans leurs locaux. Et ils n'ont rien voulu savoir. Ils ont réitéré rendez-vous au moins 3 fois, mais toujours à la maison. Finalement, ils sont venus à un rendez-vous, ils sont venus devant la maison, pour faire le contrôle à la maison. Et là, je leur ai dit, je ne sais pas si vous avez lu le message, ou bien c'est votre hiérarchie, en fait. Hein? Mais nous, on ne veut pas que vous fassiez le contrôle à la maison. On a demandé que ça se fasse dans vos locaux. Parce que le domicile est privé, quoi. Voilà, on lui a dit, mais pourquoi vous ne voulez pas? J'ai dit parce que la loi qui dit que le domicile, c'est privé. Et votre contrôle, c'est seulement un contrôle d'instruction. Et non pas la visite de la maison. Ils subissent donc un premier placement suite au rapport du contrôle de l'inspection académique de Nancy-Metz. Alors je vais lire un petit peu ce qui est écrit dans le rapport d'instruction parce que c'est vraiment frappant. C'est un contrôle de la pensée unique. Malgré peut-être de bonnes intentions derrière, je pense vraiment que les professionnels, entre guillemets, ne se rendent pas compte dans quel monde ils vivent et qu'est-ce qu'ils imposent et les conséquences que ça a. Donc par exemple pour l'anglais, il est noté que le niveau reste en deçà de ce qui est attendu au regard du cadre européen commun de référence. Voilà, qu'est-ce qu'on en a à faire de l'Europe dans l'apprentissage d'une langue, quoi. Il y a un onglet, c'est maîtrise des statistiques, des probabilités, des algorithmes et de la programmation informatique. Donc là, comme ça, en 2 secondes, 7 x 9 déjà, tu mets combien de temps à répondre ?
Est-ce que tu es capable de poser une probabilité? Est-ce que tu es capable de faire des statistiques? Est-ce que tu penses comme ça au quotidien? Est-ce que tu sais utiliser un logiciel de géométrie? On peut lire pratique le vélo et le roller, mais aucune autre pratique sportive régulière. Quel est déjà l'intérêt de dénoncer dans le négatif tout ce que l'enfant ne fait pas? Je veux dire, déjà il fait du vélo et du roller, donc il a l'air de bouger son corps. Ensuite, est-ce que ici tout le monde pratique une activité sportive régulière là, toi-même et autour de toi? Et j'espère que ces messieurs-dames de l'académie de Ness-Moncy sont inscrits à la salle de sport 2 fois par semaine, ne prennent jamais l'ascenseur mais montent par les escaliers et ne croûtent pas sur leur fauteuil derrière un bureau toute leur journée. Il est noté que l'enfant ne pratique pas d'instrument de musique. Donc encore une fois, le contrôle par la négative, et j'espère vraiment que par souci de cohérence, l'Académie de Nancy possède son propre orchestre, où je pense qu'il doit y avoir pas mal de pipeaux et de violons. Il connaît Mozart et Beethoven, mais est incapable de les classer dans une aire culturelle. Donc là on arrive aux dérives de la culture générale. Est-ce que pour apprécier la musique de Mozart ou Beethoven, j'ai besoin de savoir que c'est à tel siècle et que le monsieur il est né à telle époque et même où? Où on se doit de connaître un peu de tout, comme ça, parce que ça fait bien. Et qui décide de ces normes? Les élites bien pensantes de la société République française, qui par ailleurs se rend coupable de nombreux crimes contre l'humanité. Est-ce qu'on a vraiment envie de suivre les codes d'une institution qui ment, qui trahit sa parole, qui proclame des engagements qu'ils ne tiennent pas, qui laisse chaque jour des millions de gens dans une très grande précarité, voire à la rue, qui préfèrent polluer la terre plutôt que d'en prendre soin? Qui ils sont pour nous dire ce qu'il faut apprendre, ce qu'il faut savoir pour être un être humain sur cette terre? C'est écrit qu'il ne se rend pas dans des musées scientifiques et n'écoute pas d'émissions scientifiques. Bon bah là on se rend bien compte de quels gens on a affaire, hein, des citadins qui consomment la ville et qui aiment se cultiver au lieu de cultiver leur propre jardin, qui seraient certainement incapables de planter 3 tomates, de réparer leur chaudière, de changer leur compteur, de se fabriquer des meubles. Quelqu'un qui aspirait aujourd'hui à une vie simple, minimaliste, à cultiver sa nourriture, à construire sa petite cabane, serait probablement taxé d'attardé, voire d'handicapé. Et ensuite on accuse les parents de manque d'instruction, hein, avec ces savoirs là, avec ces petites cases qui sont pas cochées. Alors que dans leurs cases, il n'y a pas le vivre ensemble, apprendre la bienveillance, apprendre à exprimer ses besoins, apprendre à respecter son prochain, tout ça on s'en fout. Hein, on veut simplement savoir si t'as réussi à te bourrer le crâne de plein de trucs que tu vas oublier 2 ans après. Et tous ces enfants qui passent par ces services-là, c'est ce qui se passe en fait. On ne crée pas des êtres humains autonomes et remplis d'amour et d'espoir. On crée des enfants perdus, dépravés et en souffrance. Hein. Et ils vont rester toute leur vie en souffrance. Et pire que ça, ils vont reproduire de la souffrance parce que c'est celle-là qu'ils ont connue. Et d'après eux, ça va pas assez vite, c'est pas assez performant. Il y a des résultats à atteindre, des compétences à obtenir, des trucs à cocher quoi. Mais est-ce que tous vos critères ont permis un seul instant sur la Terre d'apporter un monde juste, équitable, où règne la solidarité? Non, pas du tout. C'est que de la comparaison, de la performance et du coup de la dévalorisation. C'est la compétition, du bachotage. On remplit à tout prix toutes ces petites têtes-là, qui sont en fait de grands esprits, pour qu'ils puissent pas se concentrer sur leurs vraies envies à l'intérieur, à leur rythme. Surtout pas de créativité, hein, surtout pas d'enfants qui s'écoutent. C'est dangereux. Parce qu'il a tout son temps. Et à son âge, on n'a pas obligé un gosse comme ça à tout savoir, selon votre procédé d'enseignement. C'est nous qui enseignons et il a tout son temps. J'ai toujours beaucoup de respect pour les parents qui osent le lâcher-prise et la confiance pour accompagner leurs enfants à leur rythme, au gré de leurs envies. Parce que c'est quand même un challenge en tant que parent.
Donc moi je vois des parents qui à la base sont conscients de leur autorité première absolue concernant l'accompagnement de leurs enfants et qui osent remettre en question le contrôle que voudrait exercer la société République française, qui vivent comme une intrusion dans leur vie privée et ils paieront très cher leur insoumission. Entre ces deux dates-là, nos enfants ont été retirés par la force. Alors que les deux premiers avaient déjà eu leur Alors que les deux premiers avaient... Et tout s'est bien passé. La police est venue quand on était absent. Ils sont rentrés à la maison. Ils ont embarqué mes 3 enfants. Aucune convocation. Ouais. Rien. Ça a commencé comme ça et on n'a reçu aucune lettre. C'est juste parce qu'on a refusé un contrôle, on nous met une procédure investigative, c'est pas du tout cohérent, quoi, en fait. Nous, on n'a pas trouvé ça normal. Et à cause de ça, du jour au lendemain, elle a retiré les enfants pour ça, quoi. Et après, donc, la procédure investigative, à partir du moment où on était au foyer, ça devait durer 6 mois, normalement. Et au bout de 6 mois, comme pour eux, on n'a pas coopéré avec eux, elle a encore reporté 6 mois après. Elle reportait tout le temps, à chaque fois, quoi. Sans raison valable, quoi. Si ces services faisaient bien leur travail, comment ça se fait que ces mesures sont prolongées comme ça pendant 5 ans, 10 ans, pendant des années et des années? S'ils faisaient un bon boulot, c'est étrange, non? S'ils faisaient un bon boulot avec les enfants, les parents, tout ça, quoi. Alors pourquoi il y a besoin de les prolonger comme ça éternellement, jusqu'aux 18 ans de l'enfant? Toutes les mesures d'assistance éducative, qu'il s'agisse des mesures AMO ou des placements d'enfants ou des mesures d'investigation, sont menées par des professionnels des associations de soi-disant protection de l'enfance, donc qui sont théoriquement des associations, mais pratiquement ces associations-là sont financées presque exclusivement avec l'argent public par le biais des conseils départementaux. Et ces associations-là sont payées en fonction du nombre de dossiers qu'ils gèrent. C'est-à-dire que plus il y a des dossiers, plus ils reçoivent du fric. Et plus une mesure d'assistance éducative dure, qu'il s'agisse d'une mesure AMO ou d'un placement, plus ils vont continuer à encaisser leur... Ça fait qu'il y a des abus. Ça fait que eux, quand ils vont écrire leur rapport, ils vont tout faire pour que les mesures d'assistance éducative, qu'il s'agisse de mesures AMO ou des placements, perdurent, pour qu'ils continuent à encaisser leur montant mensuel ou annuel du conseil départemental. Et ça se voit. Ils cherchent la petite bête pour telle raison. Ils trouvent toujours des raisons, pas de souci. Cet enfant-là a toujours besoin d'être placé. Donc, il faut bien évidemment continuer à nous payer pour notre merveilleux travail que nous faisons avec cette famille-là. Ils veulent une rançon, parce que pour moi, ils ont kidnappé mes enfants. Ils veulent une rançon. Et la rançon, c'est l'obéissance. C'est mon consentement pour leur obéir et les respecter. Les respecter. Mais ça, ils n'auront jamais. Pour moi, j'appelle ça un kidnapping. Oui. Le lendemain du kidnapping, j'ai pété un plomb. Et j'étais voir le centre social au centre social, quoi. J'étais voir au centre social. Parce qu'on ne savait pas à qui s'adresser, où étaient nos enfants, voilà, comme là, quoi, en fait, pareil, quoi. Voilà. Et bon, je suis rentré là-bas pour savoir ce qui se passe. J'ai forcé la sociale à ce qu'elle appelle la juge. Pour qu'on sache où ça en est, quoi. Je voulais avoir au téléphone mes enfants. Savoir au moins ce qui se passe, enfin tout ça, quoi. Donc là, on assiste à quoi? Des parents qui se préoccupent du développement de leurs enfants, qui les ont retirés de l'école et du collège parce qu'ils subissaient des harcèlements, qu'ils n'étaient pas accompagnés dans leur individualité en classe, et qui là se préoccupent de savoir où sont leurs enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent, qui ont besoin et envie d'avoir des contacts avec eux. Ils ont appelé la police, tout ça, et j'ai fait de la garde à vue. Ils m'ont tabassé sans me laisser de marque. Ils m'ont vraiment fait mal. Ils ont voulu me forcer à signer l'audition. Et tout ce qui marquait était contraire à ce que je voulais qu'ils disent. Et ils ont voulu que je signe ça. J'ai refusé. Tout au long, j'ai refusé.
Moi, je vois un homme intègre et courageux qui sait intimement à l'intérieur de lui qu'il est dans son droit d'homme libre et qui refuse de se corrompre. Et sa désobéissance aura des conséquences. Donc, à l'heure prévue, ils m'ont dit changement de programme. Sans dire ce que c'est, quoi. Sans dire ce que c'est. Et là, ils m'ont ramené à Ravenel et ils m'ont fait enfermer. À Ravenel, c'est un centre psychiatrique. Le préfet a décidé que je reste là-bas 1 mois. Parce que le préfet ne voulait pas que je sorte avant. Mais là-bas, ils ont vu que j'étais pas malade, que j'avais rien de spécial. Ils ont fait venir un autre, comment ça s'appelle, un autre psychiatre pour avoir 2 avis. Et là, le psychiatre Ravenel m'a dit, avec 2 avis, le préfet ne peut plus contrer. Donc on voyait bien que c'est le préfet qui ne voulait pas que je sorte. Donc mon père me dépose à ce foyer. Il dit je suis en très grosse difficulté, j'ai besoin d'aide. Il y a des courriers qui sont écrits de sa part qui demandent de l'aide. Lui, pour l'aider, ils lui ont donné plein de médicaments qui ne l'ont pas forcément aidé à rentrer en relation avec son enfant. Et voilà. Je pense que l'État et les foyers et tout ça, ils devraient, pour la violence, au lieu de mettre les gens sous cachet ou j'en sais rien, ou sous antidépresseurs, faire des stages de bien-être, apprendre à gérer ses émotions, apprendre comment l'humain fonctionne à l'intérieur, mais vraiment faire tout autre chose. Et là, c'est pas le cas du tout, hein. On laisse les gens dans leur caca et au contraire, et puis on met une espèce de camisole autour et puis jusqu'à ce que ce soit de pire en pire. Voilà encore la poubelle de la psychiatrie où il semble si facile de se défaire de tous les gens qui dérangent par leurs différences d'opinion, de position, de vie. Donc suite à mon accouchement à domicile de mon fils cadet, quelques jours après, j'ai reçu l'appel de l'infirmière PMI pour me dire que j'étais sur leur liste noire. Je lui ai demandé pourquoi. Elle a dit pas parce que vous avez accouché à domicile. C'est super pour une mère qui vient d'accoucher il y a quelques jours d'entendre ce genre d'informations très rassurantes. Les humains payent cher leur liberté d'être et de faire, mais en face, la machine ne se remet jamais en question et est absolument incapable d'appliquer les règles qui nous imposent par la force, par le chantage et par la menace. On s'est aperçu que la lettre qu'elle a envoyée pour nous prévenir qu'il y avait une convocation, pour nous dire qu'il fallait qu'on ait convoqué avec les enfants. Et moi, j'aurais dit, on n'a reçu aucune lettre. Elle m'a dit, on a déjà envoyé une lettre, mais on n'a eu aucune réponse. Et là, elle a admis qu'elle n'a pas envoyé la lettre en recommandé. Sachant que chez nous, on a un petit problème de courrier. On a deux rues, pratiquement le même nom. C'est, je veux dire, 2 rues de la Bière, 2 rues de la mairie. Et je lui dis, comment voulez-vous que moi, je puisse avoir cette convocation si je l'ai pas reçue? Et elle m'a dit, tant pis, c'est comme ça. Et on a vu la juge... je lui ai dit, ça c'est un vice de procédure, ce que vous avez fait là. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais, quoi. Mais comment prétendre se mettre à la place des parents concernant l'instruction des enfants avec un tel modèle? Ils nous obligent à appliquer des lois qu'ils ne respectent pas eux-mêmes. Donc nous, en tant que parents, lorsqu'on fait des erreurs, on est gravement punis en nous privant de nos enfants. Mais lorsque ces professionnels-là, qu'il s'agisse des juges ou des professionnels de la protection de l'enfance, éducatrices, etc., font des erreurs, comme par exemple le fait de ne pas toujours dire la vérité dans le rapport. Il y a certains parents qui arrivent à le prouver, parce que ce n'est pas toujours évident de le prouver, mais des fois on arrive à prouver que dans les rapports, il y a eu des faux. Oui, totalement. Il y a des mensonges. Hein. Il y a même beaucoup de mensonges au niveau des services sociaux. En fait, il y a ce qui l'arrange sur le moment. Il n'y a pas quelque chose qui est
qui est dans le but de donner l'avenir, hein, la stabilité, la sécurité et l'amour à l'enfant. Il y a juste comment je gère mon service parce qu'il y a de l'argent derrière, parce qu'il faut trouver comment on boucle un mois, enfin, on n'est que les enfants, c'est que des dossiers. Et quand tu travailles avec l'ASE ou avec la Croix-Rouge, avec tous ces services-là, tu te rends compte que quand tu parles de relations humaines, hein, de relations affectives ou autres, on ne veut pas l'entendre. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment je gère les dossiers pour que les dossiers passent. Hein. Mais même au niveau des juges, hein, c'est la même chose. Hein. Les juges, ils font des placements abusifs. Hein. C'est juste incroyable. Hein, parce qu'on a eu des histoires, pas chez moi, mais d'autres familles d'accueil ont eu des gros problèmes. On a retiré à une maman, une petite fille de 3 ans, parce qu'elle a autorisé cette petite fille à l'appeler maman. On dépose plainte. Nos plaintes sont classées. Ils se croient au-dessus de la loi. Ils sont pratiquement au-dessus de la loi, parce qu'ils peuvent faire et dire tout ce qu'ils veulent. J'ai porté plainte au procureur, à la juge d'enfants, la première, au préfet, aux éducs et aux médecins du foyer. Aucune n'est sortie. On n'a aucune nouvelle, on n'a rien. Mais par contre, moi, tous les outrages que j'ai commis et qui ont porté plainte, que le matin, il y a même un procureur qui a porté plainte, j'ai oublié de te le dire. T'as déjà vu un procureur porter plainte pour outrage? Ça se fait? Alors, entre-temps, on s'est défendu avec des lois sur l'IEF, enfin tout ça. On a fait des recherches, on connaît bien ces lois. Donc, on les a imprimées, tout ça. Parce que parlait de niveau, donc voilà. Là, comme les textes de loi que j'ai mis dans la lettre que je t'ai montré, donc on parlait que il n'est pas question de niveau quand on fait l'IEF, voilà. Donc ils n'ont pas à parler de niveau, quoi, en fait. Après cette première réunion, j'ai refusé toute coopération. Attends de parler de ça, je voulais simplement une vraie communication qui me dise c'est quoi le problème, pourquoi, enfin tout ça. On savait que 8 mois après, pourquoi ils ont pris nos enfants. Mais avant ça, on ne savait pas. Parce qu'on a fait appel de la décision, oui, bien sûr. Ça. Mais jusque-là, on ne savait pas pourquoi ils ont pris nos enfants. Avec des lois, j'étais voir la responsable du foyer. À l'époque, pour leur dire, voilà les lois, tout ça. Hein, j'aimerais maintenant savoir pourquoi que ces lois-là, vous ne les appliquez pas. Et soi-disant qu'elle connaissait tous les lois, elle n'y connaissait rien du tout. Et je lui ai dit, et c'est pour ça que vous avez pris mes enfants par la force? Ils m'ont dit oui. J'ai mis sur la table. J'ai dit maintenant, vous voyez ces lois-là. Si vous n'appliquez pas, c'est que vous êtes hors la loi. C'est que vous ne voulez rien savoir. Et pour moi, ça veut dire ce que vous voulez de ma part, c'est que je vous obéisse aveuglément. Que je remette les enfants à l'école selon votre enseignement. Donc vous m'obligez. Donc là, mais vous êtes hors la loi. Alors, sachez qu'à partir de maintenant, je serai aussi hors la loi. Voilà pour moi un guerrier souverain dont les réactions relèvent de la logique la plus pure et simple. J'ai coopéré qu'une fois, parce qu'ils nous ont appelés pour une réunion, soi-disant, pour de concertation, ils appelaient ça. Voilà, ils appelaient ça une réunion de concertation. Et c'est pas du tout ça. C'était un monologue, des ordres, la pression. Avec des menaces derrière. Avec des menaces derrière, enfin, voilà. Pendant tout le temps que les enfants étaient au foyer, ils nous empêchaient de les voir. Les 3 premiers mois qu'ils étaient au foyer, on n'a pas pu avoir aucun contact avec eux. Pas aucune nouvelle. C'est de la maltraitance par abus de pouvoir. Non mais t'imagines, tu te fais retirer tes enfants déjà, et en plus pendant 3 mois, tu n'as aucune nouvelle. Allez, moi, je criais toujours, quand j'allais dans les réunions, j'ai dit, mais comment vous pouvez penser qu'un enfant peut vivre sans attachement? Est-ce que vous pouvez vivre sans attachement? Sans ce côté sécure, affectif, hein? C'est très difficile, quand on est petit, de s'installer dans une relation d'amour et du jour au lendemain de la casser. À un moment donné dans notre vie, on passe tous par des moments compliqués. Je pense que la société ne nous aide pas. Et placer un enfant dans un foyer, c'est pas une aide.
je pense, pour les familles. Aider une famille, c'est pas enlever l'enfant de la famille. Plutôt que de soigner le parent en échec pour le reconstruire, pour l'aider à s'en sortir, on va bien l'enfoncer pour lui montrer que c'est vraiment en échec et qu'il est dans l'incapacité d'aimer, dans l'incapacité de prendre à charge son enfant. On ne construit pas, en fait, on continue de détruire. Ce n'est pas le but normalement d'un service comme ça. Si on est dans l'amour, ce n'est pas pour autant qu'on doit m'enlever un autre enfant parce que je suis en échec pendant une période de ma vie. En fait, c'est ça ce qui est dramatique. Oui, d'accord, le ménage, c'est pas mon point fort. Mais je veux dire, j'ai jamais fait aucun crime, quoi. J'ai tué personne. J'aime mes 2 enfants. J'ai toujours aimé mes 2 enfants. J'ai toujours fait de mon mieux pour les protéger, pour bien m'occuper d'eux. Je comprends pas comment ça peut être possible. Mais quel être normalement constitué, connecté à son humanité, peut penser même une seconde que couper des enfants de leurs parents, les arracher de leur foyer familial en pleine nuit par une intervention de police très violente, les laisser 3 mois sans aucun contact entre eux, va permettre de rétablir l'équilibre à l'intérieur des enfants et dans la dynamique familiale. Je ne comprends pas, on appelle ça la protection de l'enfance. On sépare un enfant de sa mère qui lui a jamais fait du mal, pour son bien, soi-disant, sans prendre en compte ce que cet enfant a à dire. Que j'étais très très choquée, même au jour d'aujourd'hui, je pense que je ne me suis pas complètement remise de ce choc. Là, jusqu'à maintenant, les choses n'ont fait qu'empirer, toujours, à chaque jugement. J'ai pas beaucoup d'espoir, en fait. J'avoue que j'ai pas beaucoup d'espoir. Je sais pas si tout ça, ça va servir à quelque chose. Mais en tout cas, si je fais tout ça, c'est pour pouvoir prouver à mon fils aîné que j'aurais tout fait, que j'aurais tout essayé. Donc moi, au final de tout ça, mes grands-parents, je les ai pratiquement jamais revus de ce placement-là. Jamais. De ce placement-là, j'ai été coupée littéralement de toute ma famille. La globalité de ma famille, que je n'ai jamais revue correctement dans des... Jamais. Au bout de 3 mois seulement, on a pu avoir des appels. Et les appels n'étaient même pas réguliers parce que, comme mon mari, enfin, je sais pas si tu vois, il est franc. Donc eux, à chaque fois, ils faisaient raccrocher les enfants. Donc ça les perturbait à chaque fois. Une fois par semaine. Par semaine. Ouais. Et on n'avait qu'1 heure. Quoi. Même pas 1 heure. Et après, ça baissait à chaque fois. 1 heure, un quart d'heure. Ouais, à la fin, ça baissait de plus en plus. Et à chaque fois, ils faisaient du chantage parce qu'on faisait pas comme eux, ils voulaient. Parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'est que moi, je coopère. Étant d'accord avec eux. C'est-à-dire, étant d'accord avec tout ce qu'ils disent et les remettre à l'école. Je vois mon fils aîné en Selm 2 heures par semaine. Ça fait 3 ans depuis que je le vois 2 heures par semaine. 1 heure le mercredi et 1 heure en week-end. En Selm, il a 8 ans et demi. On en est là aujourd'hui. J'ai décidé de reprendre mon activité, mais en tant que famille d'accueil d'urgence, pour le service de l'ASE. Au bout d'un moment, j'ai eu un enfant de 4 mois, un bébé de 4 mois, et j'avais bien précisé dans mon contrat que je ne voulais pas de petit bébé. J'étais pris au dépourvu, je n'avais pas le choix, il était devant ma porte, il fallait vraiment le prendre. Je n'avais même pas de matériel pour. Je commençais à m'inquiéter parce qu'il s'attachait à nous, à la famille. Au bout de 3 mois, j'ai pris la décision, puisque pas de famille d'accueil pérenne, j'ai pris la décision de m'en occuper, de le garder et puis de changer mon contrat. Une des personnes du service a trouvé ce projet extraordinaire pour l'enfant. Et la responsable du service de l'ASE de Mulhouse a un jour eu une famille d'accueil qui décidait d'avoir un enfant sans chercher à savoir où était le bien-être de l'enfant. Elle a juste déplacé l'enfant dans une nouvelle famille. C'est-à-dire qu'un enfant a vécu 2 ruptures, 2 séparations, 2 abandons avant ses 1 an. Ça a été traumatisant pour lui. J'ai eu des nouvelles de cet enfant quelque temps après. Il a fait un blocage de croissance. Il a 2 ans et demi, il a du retard partout, il a des craintes tout le temps. C'est un enfant qui n'est pas du tout stable psychologiquement. Il a tout le temps l'impression d'être abandonné en plus. Donc en gros, le processus du foyer de l'enfance quand tu arrives, c'est de te couper du monde extérieur pour pouvoir mieux t'insérer quelque chose, une nouvelle vie. C'est horrible à vivre.
En fait, il est même plus responsable de lui-même, il est dépendant totalement du système parce qu'il est cassé de tous les côtés. Il n'est pas respecté, il n'est pas écouté, on le laisse dans la souffrance constante, donc il est démuni de tout. Il est même plus dans l'intelligence de pouvoir penser par lui-même. Il est manipulé tout le temps, le gamin, comme ça. Tu vois ? Voilà, tout un panel de gens de la protection de l'enfance qui se précipitent dans le mépris le plus total des besoins fondamentaux des enfants, qu'on retrouve même sur le site de Santé publique de France, qui a ouvert un observatoire national de la protection de l'enfance, toute une masturbation mentale et pseudo-intellectuelle, où on retrouve bien pourtant ces besoins fondamentaux. Besoin de relations chaleureuses et stables. C'est des souffrances énormes pour les familles d'accueil aussi, parce qu'ils sont tout le temps en train de rafistoler des choses. Ils ne peuvent pas partir sur des projets sereins et pérennes avec les enfants, avec des accueils de petits-enfants de 2-3 ans. L'enfant n'a pas le droit d'avoir d'avoir l'affect de la famille d'accueil. On maintient l'enfant dans son identité d'enfant abandonné. Enfin voilà, quand il est à l'école. Cet enfant qui aurait aimé appeler sa famille d'accueil maman, parce qu'il a besoin de ressembler aussi aux autres enfants. Il a besoin d'avoir toute cette structure familiale autour de lui. Ben voilà, on l'interdit. On nous isole totalement pour être quelqu'un d'autre, devenir quelqu'un d'autre. Mais c'est vraiment ça. On est entouré que par des personnes, on n'a pas le droit de nous faire de câlins, on n'a pas le droit de nous toucher. On est entre nous et j'avais plein de petits qui venaient se frotter parce qu'ils avaient besoin d'affection. Les pauvres, on était devant la télé, je m'en rappellerai, ils venaient. Et les éducateurs, zéro, rien. Pas le droit, rien du tout. Besoin de protection physique et de sécurité. D'expériences adaptées aux différences individuelles. Le plus grand qui s'est fait enlever, là, de 11 ans, il apprend à son rythme. Et bien sûr, il s'est fait ranger dans la catégorie des attardés, même des handicapés. On a voulu l'enfermer dans un institut spécialisé, entouré de plein d'enfants déficients, qu'on met à l'écart de la vie, du flux de la vie, de l'ensemble du peuple des êtres humains qui peuvent tous leur apporter quelque chose, et inversement. Rangé dans un coin par la bureaucratie bien pensante. On retrouve pour les besoins fondamentaux de l'enfant le besoin de structure. Je ne sais pas où va l'argent de toutes ces structures, mais en tout cas, quand tu visites, je ne sais pas si tu as déjà visité un centre, c'est comme à l'armée, en fait, c'est des lits métalliques superposés dans des couloirs, il y en a 10 dans des pièces, et les enfants doivent se construire là-dedans. Enfin, c'est juste incompréhensible. On n'arrive pas à imaginer que ça soit possible. Ils n'ont pas de lieu intime, ils ne peuvent pas se construire dans la masse comme ça. Surtout qu'il y a des nouveaux qui arrivent, il y a des anciens qui partent, ça bouge tout le temps, il n'y a rien qui se stabilise. Et l'enfant a besoin d'un minimum de repères, quoi. D'une communauté stable, de la sécurité en leur avenir. Donc on écrit des jolis papiers, on fait des réunions où on gratte parce que ça fait bien. Et puis après, dans la réalité, on s'assoit dessus. Alors, ce qui est paradoxal, ils ont retiré nos enfants parce qu'on les a retirés de l'école, mais eux-mêmes, pendant les 1 an là, ils n'ont pas scolarisé. Ils n'ont jamais scolarisé. Enfin, du temps, ils ne sont pas instruits. Et vous les instruisez là? Elle dit non. Vous les mettez à l'école? Non. Alors pourquoi nous les avoir pris? Tu vois toute la perversion là. Aide sociale à l'enfance. On retire des enfants à leurs parents, soi-disant parce qu'ils ne sont pas instruits, et pendant 1 an et demi, ils reçoivent aucune instruction. C'était mon beau-père qu'il fallait enlever. Pourquoi moi je devais partir? C'est mon beau-père qui était violent avec ma mère. Pourquoi moi je devais partir? Et la volonté de l'enfant dans tout ça? Dans aucun rapport, dans aucune décision de justice, on ne parle de ce que Anselme demande, on ne parle de ce qu'Anselme veut, jamais en âge. La parole de l'enfant n'est pas du tout prise en compte en fait. C'est comme si Anselme était un objet. C'était comme si c'était un objet et puis que le juge décidait, voilà, on va mettre cet objet là, chez son père. Ou... À chaque fois qu'Anselme venait le week-end
passer le week-end avec moi. Quand il devait retourner avec son père, il hurlait. Il ne voulait pas retourner avec son père. Il voulait rester avec moi. Est-ce qu'il est heureux, épanoui dans un foyer? On ne devrait d'ailleurs pas appeler ça un foyer. Le foyer, c'est le centre familial. T'imagines comme ils pervertissent tous les mots. C'est un centre de détention où aucun enfant n'a envie de rester et où entre la pub et la réalité, il y a un cauchemar. Premier placement à Montluçon. Donc j'ai été placée dans un foyer d'accueil d'urgence suite à une tentative de suicide. Et au lieu d'aider ma maman dans son couple, ils ont préféré placer l'enfant. Donc j'ai le premier placement. Dans ce premier placement, ce que j'ai vécu, c'est simple. On partait toutes les nuits, on sortait du foyer toutes les nuits. Donc tous les enfants, il y avait juste un veilleur de nuit. Et donc toutes les nuits, on sortait du foyer et on était plusieurs dans les chambres, donc on suivait quoi. Et il y avait des groupes de fort risque, hein. Il y avait des jeunes qui voulaient se suicider sur les rails. J'ai vu des trucs... ils étaient abandonnés, quoi. Placés dans un foyer pour être abandonnés à nouveau, quoi. C'était vraiment ça, ce que j'ai ressenti là-bas. Il faisait des fugues et il rentrait chez nous. Voilà. Alors. Et après, le soir, il retournait au foyer. Donc nous, on était assez fair-play, quoi, pour ça, à ce moment-là, quoi. Si je parle d'aujourd'hui et de Kevin, depuis la sortie du foyer, ils sont très discrets. Ils n'ont plus d'imagination. Ils ne sont même plus autonomes. Kevin, par exemple. Ils ont perdu leur enthousiasme, quoi. Voilà. En fait. Le petit. Pour apprendre, il a des peurs. Il a plein de peurs. C'est devenu un enfant très refermé sur lui-même. C'est écrit dans un des rapports que Kevin souffre de l'éloignement familial et qu'il serait bon que les parents soutiennent l'ASE dans ses actions pour qu'il se sente accompagné. J'étais en âge de dire ce que je voulais. J'ai jamais dit je veux plus voir mes parents. Au contraire, j'ai toujours demandé à continuer à les voir, à avoir un contact avec eux. Tout ce que je disais était mal interprété, et ils se sont servis de ça pour continuer à nous séparer et à lui le rendre complètement fou de l'autre côté. Donc il brise une famille. L'enfant va très mal, il demande chaque jour, il pleure chaque jour pour rentrer chez lui. Mais c'est encore la faute des parents si l'accompagnement au sein de l'ASE ne fonctionne pas. Voilà, à un moment donné, on avait vraiment marre. On a dit, on vous reprend. On n'a pas voulu les ramener après, quoi. À un moment donné, ils étaient là-bas. On leur a dit... Voilà, on s'est dit, on trahit nos enfants. La prochaine fois, on vient, on vous ramène. On les a ramenés. Après, la police est venue pour me dire à l'issue du week-end. Voilà, à l'issue du week-end, de rendre les enfants là-bas. Parce que nous, on a décidé, on a dit non, maintenant, il n'est plus question de les rendre. Voilà. Alors, il m'a dit, mais il faut les ramener, parce que maintenant, nous, on va venir, on va les prendre. Ah, vous aussi. Veuillez écoutez-moi bien. Le jour que je fais ça à mes gosses, que c'est moi qui ramène au foyer, plus jamais, je pourrais les regarder en face. Donc mon père me dépose, me dit t'inquiète pas, je reviendrai te chercher. Il me dit des phrases que j'oublierai jamais. Mon papa est décédé et je les oublierai jamais. Parce que je me rappellerai toujours de ce visage qui me dit je te promets ma fille, je viendrai te chercher. Il n'est jamais revenu. Parce que j'y ai cru. J'ai cru qu'il allait revenir. J'ai attendu très longtemps. Donc il me dépose à ce foyer et là pendant plus de 2 mois, je suis coupée du monde. Donc j'ai pas le droit d'écrire à l'extérieur, j'ai pas le droit de recevoir des coups de téléphone. Éventuellement je peux recevoir des lettres, mais les lettres sont ouvertes. J'essaye de garder des contacts comme je peux, mais j'y arrive pas. Le père d'Anselme connaissait mon adresse exacte où j'étais. Et malgré tout ça, il a quand même réussi à me faire condamner pour enlèvement d'enfants. Et suite à cette condamnation d'enfants, j'ai perdu tous mes droits de visite et d'hébergement. Donc depuis 2007, je vois mon fils aîné Anselme à peu près 2 heures par semaine dans des parcs, à la médiathèque. Voilà, parce que je suis considérée comme dangereuse, parce que les juges et les éducatrices pensent que je pourrais l'enlever de nouveau.
Donc en fait, ça fait plusieurs années maintenant, depuis que les éducatrices des associations Élan et Lénie font de leur mieux, de par leur rapport, pour convaincre les juges que je suis une très mauvaise mère, que je suis très dangereuse, que... À ce moment-là, ils m'ont embarqué aussi en garde à vue. Ils m'ont dit que j'étais condamné à ne plus être devant le foyer, que je devais, que j'allais au tribunal pour avoir pris les enfants. Et donc, avant le tribunal, je devais aller à la gendarmerie une fois par semaine. Oui, pointer, comme les criminels, quoi. Tous ce qu'ils demandent quand on est condamné, quoi. Voilà. Et puis, aller voir un psy. Et j'ai dit à un procureur qu'elle m'a dit que j'étais condamné à ça. Moi, je lui ai dit, allez vous faire foutre, je vous emmerde. Parce que moi, si je suis comme ça, c'est parce que la personne, elle est arrogante devant moi. Elle essaie de me dominer. Et on ne me domine jamais. Allez voir le psychiatre, je n'irai pas voir le psychiatre. Parce que je ne suis pas malade. Les malades se trouvent dans ce tribunal. Et pointer comme un criminel à la gendarmerie, je n'irai pas non plus. Hein? Mettez-moi en prison si vous voulez. C'est pas un problème. Mais, même en prison, vous n'aurez rien de ma part. Et là, quand on est retourné, elle a dit, c'est bon, on accepte. Vous ne pointerez pas, vous n'irez pas voir le psychologue. Mais vous n'allez plus devant le foyer. Vous n'allez plus devant le foyer. Et j'ai dit à ma famille, puisque moi je ne peux plus aller là-bas, faire le cirque comme j'ai fait, vous, allez-y à ma place. Le cirque, c'est un cirque, mais en fait, c'est parce qu'on voulait voir nos enfants, parce qu'on avait droit à plus aucune vie. Voilà, tout ça. Rien, quoi. Donc on exigeait devant le foyer de voir nos enfants, quoi. Et à ce moment-là, ils les faisaient sortir, nos enfants. Voilà. Et puis ils nous les faisaient voir dehors, quoi. C'est quand même beaucoup de temps et d'énergie déployés pour voir et accompagner leurs enfants pour un couple de parents maltraitants. Le jour-là, ils ne voulaient pas nous les faire voir. Voilà, ils ne voulaient pas nous les faire voir, rien du tout. Et la police est venue, il a discuté avec mon fils. Et nous, on a dit, on ne part pas tant qu'on n'a pas vu nos enfants. Et les enfants, ils étaient derrière la vitre, ils pleuraient derrière la vitre, quoi. C'est dur, hein. Alors donc, après ça, la directrice est venue. Elle a dit, demain, vos enfants, ils sortent, vous les reprenez. Et elle a vu qu'à la fin, elle ne pouvait pas, entre guillemets, dresser mon mari. Donc là, voyant le bordel qu'il y avait au foyer, que ça commençait à se savoir de l'extérieur, ils ont pris un nouveau juge. Comme par hasard, d'un coup, il y a eu un nouveau juge et lui, il les a fait sortir du jour au lendemain. Comment continuer de travailler dans des endroits pareils avec sa conscience? Je ne peux pas croire que tout le monde soit aveugle et corrompu. Alors, ils sont où là, les travailleurs sociaux qui vont être prêts à ouvrir leurs paroles, leur voix et à témoigner de ce qu'il se passe réellement? Pour moi, ça a été un choc énorme. Lui, il n'avait rien à faire du service social, de l'État, de machin. Lui, il a juste été abandonné 2 fois, quoi. Lui, c'est la seule chose qui retient. Et j'ai démissionné. Parce que, en fait, quand j'ai démissionné, je leur ai dit d'ailleurs, je ne participe pas à la souffrance des enfants. 2 éducatrices étaient malades. Une qui a démissionné. Et comme je t'ai dit, on a porté plainte contre des éducateurs qui ont maltraité les enfants, qui les ont violentés. Voilà. Sans compter la maltraitance des éducateurs. Hein. Pas tous, mais il y en a. Moi, j'ai vu des enfants traînés par les oreilles dans les couloirs. Au niveau de la Croix-Rouge, par exemple. J'avais une jeune fille en urgence. Elle a été abusée par un des éducateurs. Elle a été largement abîmée par les éducateurs du service. Elle a quand même osé parler au juge. Mais que ça n'a pas bougé quand même. En fait, on n'a pas pris en considération sa parole. Moi, comme tu sais maintenant, après que tu me connais, j'ai répondu à aucune lettre pour faire le rapport, parce que ça ne les regarde pas, c'est mes enfants, et j'aurais dit, ce ne sont pas vos enfants. Donc, vous n'aurez rien de moi, ce sont mes enfants, et moi je vous emmerde. Farid le souverain,
qui ne lâche aucun de ses droits fondamentaux. Et c'est écrit que les parents sont les premiers responsables concernant l'instruction et l'accompagnement de leurs enfants et que l'État se met au service pour aider les parents dans leur mission, aider les parents. Surtout qu'entre-temps, on s'est rendu compte qu'à l'ASE, il y avait Enfin, on n'a pas des preuves, mais il y a un genre de réseau pédophile là-dedans. Voilà. On n'a pas de preuves, mais on sait que c'était un réseau pédophile. On n'a pas de preuves comme ça. Parce que c'est vraiment caché. On ne peut pas avoir des preuves. Et moi, je le sais. Il y avait un autre directeur. L'établissement a été fermé parce qu'il y a eu abus sexuels sur enfants, sur mineurs, par les responsables. L'ancien directeur de la Croix-Rouge a été du coup quand même arrêté, mais pendant des années et des années, ça a été possible, des bébés qui disparaissent, ou des enfants qui disparaissent, il y en a beaucoup. Je ne sais pas ce qu'ils font avec. Je ressens qu'il y a un autre monde que celui-là qu'on connaît, il y a un monde un peu plus sombre. On ne délègue rien de notre autorité à une institution criminelle et sont coupables et responsables tous les juges impliqués dans toutes les affaires, tous les présidents des conseils départementaux et tous les directeurs de l'enfance. Le plus difficile, c'est le responsable, c'est le directeur de l'ASE. C'est lui qui doit entendre ce qui se passe dans son service. C'est quand même lui qui chapeaute tous les rapports. C'est quand même lui qui est décisionnaire des grands projets des enfants. Après, les autres ne font qu'obéir. Même les assistantes sociales qui travaillent au niveau des services comme ça, elles ne font qu'obéir. La responsable de notre équipe, avec qui on montait le projet d'accueil pérenne pour Timéo, on a bien senti qu'elle n'avait plus le choix. Elle était obligée de mentir avec. Parce que j'ai pris mes enfants. Ils m'ont condamné à 5 mois de prison avec sursis. Et toujours aller chez le psychologue et voilà. pointer. Maintenant, ils ont remis ça, Ils ont remis ça. Il fallait que j'aille voir un psychologue pendant 3 ans. Et pointer à la gendarmerie, pareil. Pareil. Et puis, je sais plus que. Une fois par mois. Bon, alors, à ce moment-là, j'ai dit non. J'ai rien dit. Mais je n'ai fait aucune obligation. Je n'ai rien à leur devoir. Mais entre-temps, j'étais quand même à un seul rendez-vous. Juste pour dire ce que je pensais de lui. Surtout qu'il le condamne pour quelque chose voilà. Il a sauvé ses enfants, en fait. Il n'a pas été condamné pour ça. Voilà. Alors donc, j'ai été. Et ils m'ont dit pourquoi que j'ai pas fait mes obligations. Moi, j'aurais dit, vous savez, moi, au contraire de vous, ma conscience est aussi pure qu'une colombe. La vôtre, elle est aussi noire qu'un corbeau. Et ce que vous voulez, c'est que toutes vos fautes, vos erreurs, ce que vous êtes, vous voulez me culpabiliser, mettre vos torts, vos fautes sur ma conscience. Je dis non. C'est vous les criminels. C'est pas moi. C'est simple. J'ai pas fait appel parce que vous êtes de la même pourriture. Farid intègre, simple et digne, qui fera quand même 4 mois de prison. Mais même avec 10 ans de prison, jamais je vous serai obéissant. Mon code moral est le contraire de la vôtre. Mon code moral m'interdit d'obéir à des criminels. Ça, c'est un peu comme toi. Et pas question. Ce sont mes enfants. Ce ne sont pas vos enfants. Jamais vous l'aurez avec mon consentement. Même si vous devez, à la limite, me fusiller, là, devant tout le monde. Je serai fusillé. Mais vous ne l'aurez pas. 4 mois de prison. Non, mais c'est 10 ans, si vous voulez. Alors, je l'ai vexé, là. Elle a vu qu'elle n'a pas touché, en disant ça. Il n'avait aucun... Ils n'avaient pas de aucune accroche. Pas de prise sur lui, Et là, elle a dit... maintenant, elle a touché à mon point faible. Elle a dit... puisque c'est comme ça, je vais vous reprendre vos enfants pour 5 ans. À croire que tout est fait pour les briser.
et il y a eu d'autres plaintes pour outrage. Le temps passé, on a refusé, elle a refusé d'aller à ce... Surtout, sans moi, que j'étais en prison. Ma femme a été convoquée. La juge, elle m'a convoqué que moi, quoi. Voilà. Alors que c'est pas parce que mon mari est en prison qu'il devait pas être convoqué, en fait. Avec moi, il est concerné par les enfants voilà. De la même manière que moi, quoi, en fait. Et c'est là que je lui ai envoyé la lettre que je t'ai montrée, quoi. Et à peine qu'il sort de prison, bah voilà, hop, ils reprennent les enfants. Là. Alors je lui dis déjà à la police, je n'irai pas au commissariat. Déjà pour commencer, parce qu'il faut porter un masque, je n'en porterai pas. Le flic m'a dit, bah c'est pas grave pour les masques. Vous n'en porterez pas, rassurez-vous. D'un coup, c'est pas grave. Ah, c'est plus grave. C'est plus obligatoire, c'est fini. Alors je lui dis, mais vous avez combien de règles là? Quand ça vous arrange, c'est pas obligatoire, mais quand ça vous arrange pas, c'est obligatoire. Alors il n'y a rien pour ça. Moi je n'ai que des principes. C'est obligatoire ou c'est pas obligatoire. Ah bah oui, la loi flexible, hein, toutes ces règles sanitaires urgentes et très graves au point de geler toute l'économie d'un pays, mais tout d'un coup, ça devient accessoire, comme pour François Bayrou. Toi, je ne sais pas comment tu fais. Bah, il nous lâche pas depuis 4 ans en même temps. Alors. Tu vois, je t'envie à une chose. Tu sais c'est quoi? Tu arrives à rester calme. Tu arrives à ne pas être violent. Tu arrives à rester... T'es pas violent non plus, c'est juste de la violence verbale comme ça. Même toi, tu n'as pas cette violence verbale. Tu l'as pas, mais moi je l'ai. Parce que toi, tu dois les voir, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment tu les vois, ces gens-là. Ouais. Comme des prisonniers de la société et d'eux-mêmes. Comme des gens en besoin pathologique de contrôle. Parce que c'est tout ce qu'ils ont connu et c'est tout ce qu'ils peuvent reproduire. Je pense sincèrement qu'il y a très peu de foncièrement mauvais. Le système est destructeur et les gens ont peur. Peur de s'en écarter et peur d'en être écarté. Et chacun joue son rôle bien sagement, en fermant les yeux sur tous les dysfonctionnements, pour alimenter la machine et justifier de sa fonction. Parce qu'on doit montrer l'utilité de son poste, il faut que la machine tourne. Parce que si le système n'avait plus besoin de nous, alors on serait plus protégé par Papa État. Alors il faudrait agir, penser par soi-même, décider par soi-même, rêver, être créatif. Ça fait peur, ça. Le secteur de la protection de l'enfance, c'est un secteur qui fait vivre beaucoup de professionnels, en fait, en fin de compte. Moi, je suis un peu restée avec l'impression que là où il n'y a pas de difficulté, en gros, il n'y aurait pas besoin de leur présence, en gros. S'il n'y a pas besoin de leur présence, s'il n'y a pas besoin de leur soi-disant aide, ça peut mener à se poser la question, est-ce qu'on a besoin de ces professionnels, en fait, en fin de compte? Donc j'ai l'impression, c'est en quelque sorte pour garder leur boulot, quoi. C'est tellement plus simple de remplir des dossiers, de faire des rapports qui montrent qu'on est utile. J'ai bossé en psy, et même pendant mes stages d'infirmière, je l'ai vu partout. La maltraitance institutionnelle, et elle n'épargne aucun service. Il y a un moment où tu es obligé de te débrancher d'un bout de ta conscience pour continuer à œuvrer chaque jour. Sinon, tu deviens fou et tu pètes un plomb. J'ai vu des éducateurs du SAMU social, dont la mission est de prendre soin des sans-abri. Refuser l'entrée à des gens à 17h55 parce que les portes ouvrent officiellement à 18h et que dans la vie il y a des règles avec des horaires et que ça va te faire du bien d'apprendre ça pour pouvoir te réinsérer. Et c'est des aberrations humaines, il n'y a pas de cœur branché là. Et quand tu vois aussi comment les services sociaux fonctionnent avec les enfants, tu te poses quand même des grosses questions, effectivement. Tu te dis, en fait, est-ce qu'on travaille vraiment dans l'amour et la bienveillance de ces enfants aujourd'hui ou c'est juste comme ça pour camoufler d'autres choses, tu vois? Ce sont des prises de pouvoir inconscientes qui sont là pour rassurer les professionnels, mais certainement pas pour prendre soin des gens. Parce que pour prendre vraiment soin des gens, eh bien, il faudrait remettre en cause tout le système. Parce que c'est le système qui crée cette violence. C'est l'organisation dans cette société commerciale avec ces élites en haut qui font ce qu'elles veulent de nous, là, de la foule de moutons en bas.
C'est ça qui crée la compétition, la violence, les burn-out, le manque de sens. Mais ça, on n'a pas envie de le voir vraiment en face. Alors, on réfléchit un peu par thème, isolé, chacun dans son thème. Alors on fait des réunions pluridisciplinaires où on se concentre sur des petits cas pour pas voir le reste et puis on se dit après on a fait du bon boulot. Alors on désigne des familles malades et on les lâche plus. Des proies faciles qui vont prouver le besoin de notre existence et de notre poste pendant des années. Il le fera pas, mais il en rêve la nuit. Parce que ce système le pousse à bout, le provoque, lui manque de respect en permanence, bafoue ses droits fondamentaux et son intégrité à lui et à toute sa famille. Toute cette belle machine-là qui nie son existence d'homme libre, de père, qui nie l'existence de Pascal, de femme libre et de mère désenfantée 2 fois. Il y a de quoi être en colère et sentir la violence monter à l'intérieur. Et ensuite, on peut montrer la dangerosité des parents qui viennent justifier des placements et le prolongement des mesures qui entrent et alimentent dans l'économie du pays. 10 milliards en 2019. Un placement, ça rapporte quoi dans les 7 000 € par mois, par enfant. Qu'est-ce qui se passe avec cet argent concrètement? L'État, il verse 7 000, je crois que c'est 7 500 € par mois par enfant placé que l'État verse au département. T'imagines le pan de l'économie qui s'effondre s'il n'y a plus de famille à aider. Si on acceptait simplement de respecter l'individualité de chacun à son rythme, avec ses envies, sans cette dictature-là de la pensée unique et uniforme. Qui va aujourd'hui jusqu'à prétendre supprimer le droit absolu des parents dans le choix de l'accompagnement de leurs enfants en interdisant l'instruction en famille, pour qu'il n'y ait plus ce secret de ce qui se passe dans les foyers, pour que tout le monde soit bien sous contrôle, pour que tout le monde soit à portée d'hypnose là, et qu'on puisse bien ranger les gens dans leur tiroir avec leur étiquette. Cette machine a besoin d'une toute petite partie d'élite, d'une partie d'intellectuels, d'une partie d'ouvriers dociles, une grande partie de miséreux qu'on peut briser à souhait pour les emmener où on veut avec le chantage de l'argent et des allocations, une partie de malades mentaux, on en a besoin de cela, une partie d'handicapés, très important pour l'économie, et une partie de gens à la rue. C'est comme si on avait besoin d'avoir un taux d'enfants en souffrance pour une espèce d'équilibre. Voilà. Moi, je crois ça. On en parlait souvent avec les assistantes sociales et tout. On disait, mais en fait, il faut qu'une société elle soit avec un pourcentage de failles volontaires. Tu vois, on ne peut pas gouverner un peuple qui est intelligent et plein d'amour. C'est pas possible. Donc, il faut créer de la violence, il faut créer de la haine, et donc il faut la créer. Et comment la créer? Par la haine. On ne peut pas créer la haine par l'amour, c'est difficile. Donc, on développe la haine chez les gens pour qu'ils restent dans de la haine. Voilà, et ça fait baisser les taux vibratoires et ça permet de mieux gérer et de mieux diriger. Et il n'y a aucune volonté de changer tout ça. C'est ce qui fait que le monde tourne comme il est. Chacun à sa place. Vraiment, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, pédagogiques et tout, il n'y a pas de raison qu'on soit encore en échec. Dans les statistiques de l'ASE, les enfants pris en charge par l'ASE, tu as à peu près 60% des enfants qui se retrouvent soit à la rue, soit en échec total, soit parce qu'on ne fait rien pour le construire dans le bon sens en fait. On le maintient dans sa problématique d'enfants abandonnés et mis à l'écart de la société. J'ai accueilli des jeunes filles en urgence qui se retrouvent aujourd'hui prostituées à Mulhouse, en accord avec l'ASE. C'est juste pas possible, c'est juste pas normal. Parce qu'à 18 ans, on estime qu'une jeune fille, elle est majeure. On la laisse à la rue. Il n'y a rien derrière. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens d'être prise en charge pendant plusieurs années, de se retrouver sur les trottoirs de Mulhouse. Si leur but était d'aider les familles à retrouver un équilibre, etc. Comment ça se fait qu'on a besoin de leur aide comme ça pendant des années, des années, des années, des années? Tu fais un travail, tu le fais là, dans quelques mois, voilà, je ne sais rien moi. Besoin de 10 ans pour aider les parents à retrouver un équilibre, quoi. Vous appelez ça de l'aide? Est-ce que vous vous rendez compte psychologiquement ce que c'est pour une mère déjà de ne pas voir son enfant? Et en plus du fait que tu vois ton enfant très peu, tu as des gens qui se pointent chez toi, les éducatrices, qui sont là avec leur sourire, et qui te disent « Madame, on est là pour vous aider ».
Ils ont l'air gentils, ils ont l'air, hein, mais bon, ils ont l'air, c'est ça le mot-clé. Et à la fin, ils font un rapport pour convaincre le juge de ne pas te laisser voir ton enfant plus sain. Cette soi-disant aide. Donc, message à tous les souverains, dans l'esprit et dans le cœur. Nous nous devons de croire en nous et entre nous pour qu'il y ait solidarité. Et donc je lance à nouveau un appel pour soutenir cette famille du nom de Amoury en plus. Je vous invite à inonder le bureau de la juge et du président du département des Vosges pour toucher leur cœur avec amour mais ferme. Et pour les remettre en face de leurs responsabilités. Parce que tout ça, un jour là, ça va s'arrêter. Et à mon avis, dans pas si longtemps que ça, à l'échelle de l'histoire de la Terre. Et il va falloir répondre de ces actes. Comment font toutes ces autorités-là autour de nous? Où est leur conscience? Où est leur responsabilité dans leurs actes? J'ai déjà dit que pour moi la rédemption est toujours possible. Tu peux encore faire marche arrière, tu peux encore reconnaître que tu t'es fait embarquer dans quelque chose de plus grand que toi et que tu es en train de commettre des crimes. Ce sont des crimes, c'est une séquestration, c'est un kidnapping. Ils sont convoqués le 27 janvier, donc le temps est un peu court, et à cette date-là, les ravisseurs doivent ramener les enfants. Et entre-temps, on veut des preuves de bons traitements, puisqu'on n'a aucune nouvelle. Qu'est-ce qui nous prouve de ce qu'ils font avec les enfants? De bons traitements et même de meilleurs traitements, puisqu'ils prétendent faire mieux que les parents. Je pense au cas de Solja Larrouts, qui était déjà dans ma précédente vidéo, et qui s'est fait enlever, kidnapper son enfant à la crèche, avec une fausse ordonnance, sans cachet, sans signature, sans nom, et dont elle n'a aucune nouvelle. Je vous mets en lien toutes les coordonnées nécessaires. Et plaçons-nous sous la protection et la justice de la vie et des lois universelles pour remettre chacun et chacune face à sa responsabilité individuelle, pleine et entière, d'être humain, pas caché sous sa fonction au service de la République française. Parce que les malfaiteurs ne resteront pas impunis et que chaque acte a ses conséquences et que personne ne peut y échapper. Merci pour eux, merci pour les enfants, merci pour la Terre. C'est une réalité désagréable à regarder, mais elle est bien réelle, donc je crois que c'est dangereux de la nier. Et les services en ce moment semblent aux abois, ils doivent être en manque d'enfants, donc ils frappent de plus en plus fort et pour des raisons de moins en moins valables, si tant est qu'il y a des raisons valables, à retirer de toute façon des enfants de leur famille qui accompagnent chaque jour avec bienveillance et avec amour. Voilà, merci, je nous aime, bisous.